Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. Aujourd'hui, on parle de la Fondation Santé Sud de Lanaudière qui lance ces jours-ci un appel à la générosité avec sa nouvelle campagne de Noël et des fêtes ensemble pour faire briller l'espoir. Après plus de 12 ans à représenter le Vieux-Terrebonne avec passion et dévouement, André Fontaine tourne une page importante de sa carrière politique. On revient avec lui sur son parcours, ses réalisations et ce qui a marqué son expérience avec les citoyens. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Cette nouvelle initiative de la Fondation Santé Sud de Lanaudière met en lumière l'importance de la solidarité et du soutien à nos établissements de santé qui en ont bien besoin. Pour nous en parler, nous accueillons Catherine Brazeau, qui est directrice des communications et du marketing à la Fondation. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue à Vue d'ici. Merci. Alors écoute, tu as plaisir de te recevoir ici et que tu puisses nous parler de la Fondation. D'entrée de jeu, que fait la Fondation? En fait, la Fondation, elle est présente dans le sud de Lanaudière. Elle amasse des dons pour améliorer les soins et les services de santé offerts dans notre région, notamment à l'hôpital Pierre-Legardeur, mais aussi dans toutes les autres installations du sud de Lanaudière. Là, on parle des CLSC, CHSLD, Maison des naissances, Maison des aînés. Donc, c'est des sous que vous amassez, puis après ça, avec le milieu, vous choisissez un certain nombre de projets que vous pouvez financer. Absolument. Donc, c'est les équipes, en fait, les équipes de soins qui déposent des projets au CIS de Lanaudière, qui sont ensuite déposés à la Fondation. Puis nous, on choisit certains projets, on choisit de les financer selon nos différents axes de priorisation des projets. Puis c'est autant de l'acquisition d'équipements que du financement de projets à vocation sociale là, qui vont améliorer littéralement la qualité de vie des patients dans le sud de Lanaudière. Qu'ils soient dans un CHSLD, un hôpital Exactement. ou autre. Les critères de sélection sont quand même assez serrés. Hein? Pour rassurer les gens, quand on est dans on donne des sous à une fondation, on veut savoir comment c'est organisé. C'est fait de façon très c'est très sérieuse. Rigoureux, effectivement. Là, on a quand même un CA qui est composé de plus de 10 administrateurs chevronnés, là, des dirigeants d'entreprise. Puis, on a aussi un comité d'attribution qui va étudier chacune des demandes qui seront déposées, qui sont, comme je le disais préalablement, quand même sélectionnées par le PDG et son équipe du CIS de Lanaudière. Donc, c'est... Il y a une espèce de hiérarchie les projets doivent préalablement être acceptés au niveau supérieur pour Absolument. que ça réponde aux besoins qui sont identifiés par les milieux. Là. Exactement. Oui. Est-ce que tu as des exemples de projets qui frappent l'imagination et qui pourraient être intéressants de connaître? Oui, absolument. L'année dernière, en fait, au printemps, on a livré c'est la salle d'angiographiie qui a été livrée à l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, il y a un nouvel appareil qui a été acheté, puis une salle complète qui a été aménagée en collaboration avec le CIS, justement, qui permet au personnel de soins en radiologie de littéralement cesser des saignements sans chirurgie. Okay. Donc, ça nous permet de garder les patients, de sauver des vies parce que ces gens-là ne pourraient pas nécessairement être transférés dans un centre hospitalier où cet équipement-là est existant. Donc, on sauve des vies grâce à cet équipement-là qui est nouvellement disponible dans le sud de Lanaudière. C'est un investissement majeur, là. Absolument. C'est 800 000 qui a été investi par la Fondation. Puis, la Fondation n'est pas seule, j'imagine, parce que le gouvernement, lui, vient financer la plus grande partie. Donc, la Fondation, elle vient soutenir cette acquisition-là qui est majeure là, pour la région. Tout à fait, exactement. Puis, au niveau social, je sais que dans les CHSLD, en santé mentale aussi, il se fait un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez un exemple là-dessus? Ou... Oui, bien, actuellement, il y a des dossiers visuels qui sont au chevet des personnes âgées, surtout en gériatrie, qui vont permettre au personnel de soins de voir rapidement les besoins ou les limitations de ces gens-là. Il y en a qui ne sont pas capables de s'exprimer correctement. Donc, ça permet vraiment rapidement aux équipes qui roulent de pouvoir répondre aux besoins adéquatement à ces personnes. Donc, avec ça, ils sont capables d'identifier leurs besoins directement à partir de la machine. Exact. Puis, chaque année, vous avez à peu près combien de projets qui sont acceptés en moyenne? Ça dépend des années. Oui, ça
dépend des parce que montants ça aussi. dépend effectivement du budget qui est disponible, puis du montant qui est alloué à chaque projet. Donc, si par exemple, on a, je vais dire un chiffre par hasard, si on a 1 million disponible, mais qu'on a un gros projet à 1 million, ce sera un gros projet je cette comprends. année-là. Mais on peut avoir plein de petits projets. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de projet plus ou moins important parce que celui-là est à vocation sociale ou c'est pour l'achat d'un gros équipement. Parce que les deux ont autant d'impact dans le quotidien des patients qui nous entourent de notre région. Là. Fait que tout est important là, pour la Fondation. On ne fait pas de hiérarchie à ce niveau-là. Ça va aussi loin que de la massothérapie aux gens qui sont atteints de cancer. Là. Donc, c'est un service qui est peu connu, hein, mais qui est financé depuis plusieurs années par la Fondation. Là. Oui, exactement, de la masso-oncologie. Donc, on a une massothérapeute qui est spécialisée dans ce type de soins-là, qui vient à l'hôpital Pierre-Legardeur, dans le département d'oncologie, puis qui vient offrir ces massages-là aux personnes qui reçoivent des traitements chimiothérapie. On le sait, c'est très difficile là, pour le corps, la chimiothérapie, malheureusement. Puis, ça diminue beaucoup les douleurs, mais aussi le stress que ces gens-là vivent. Puis, ils viennent nous témoigner, hein, ils viennent nous voir à la Fondation puis nous dire à quel point ça a fait une différence puis qu'ils avaient hâte quasiment à leur traitement pour pouvoir recevoir les traitements de notre massothérapeute. Oui. Donc, la campagne que vous allez mener ensemble pour faire briller l'espoir, donc c'est une campagne de Noël. Hein? C'est une bonne période pour faire appel à la générosité. Oui. Ça comporte... c'est quoi, en gros, cette campagne-là? En fait, on fait un appel parce qu'effectivement, c'est une période où les gens souhaitent donner, qui sont généreux, qui voient qu'il y a des besoins partout au Québec. Mais là, on souhaite appeler la générosité des gens dans leur région. Donc, on souhaite un appel à la communauté, que les gens se serrent les coudes puis qui apportent un peu de chaleur puis de réconfort aux gens par l'entremise des dons. Donc, il faut comprendre que c'est pas juste aux patients qu'on apporte de la chaleur, du réconfort, puis qu'on améliore les soins, c'est que c'est au personnel de soins aussi qu'on apporte des outils à la hauteur de leur expertise, qu'on facilite leur quotidien, on facilite les soins qu'ils peuvent apporter aux patients. Puis, de tout ça en découle énormément de reconnaissance de la part de toutes ces personnes-là, autant des patients, du personnel de soins, mais aussi des familles qui le voient, les projets qui sont financés par la Fondation, par le petit collant qui est apposé. On reçoit beaucoup de témoignages touchants de toutes ces parties-là. Donc, l'importance du don local, pour vous, c'est majeur. Là. Absolument. Que les gens soient généreux. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, ces fameux dons-là? Comment ça s'opérationnalise? Comment est-ce qu'on fait? Bien, on peut se rendre facilement sur le fondationsssl.ca, qui est notre site Web. On a un bouton en arrivant qui appelle au don. Donc, on peut faire un don facilement par là. Sinon, on peut toujours nous appeler à la Fondation directement au 450-654-7525, poste 21115. Donc là, les gens, vous vous rappellerez pas de tout ça, mais vous avez juste à faire une recherche facile. Oui, absolument. Fondation Santé Sud de la Naudière pour pouvoir identifier les téléphones que vous pouvez contacter. Cette campagne-là locale n'est pas la seule que vous faites au niveau de Noël. Là. Il y a un spectacle qui est produit prochainement, là, qui connaît un grand succès aussi. Oui. Il y aura lieu la grande soirée Cœur d'enfant au Théâtre Alphonse Desjardins de Repentigny le 3 décembre prochain. Donc, mettra en vedette Christian-Marc Gendron. Sera animé aussi par nos porte-paroles, Brian Odette et Véronique Claveau, qui vont prendre part au spectacle cette année. Donc, ça va être un spectacle vraiment unique qui va avoir lieu seulement cette soirée-là. Donc, malheureusement, on est complet. Oui, je sais, on en parle, mais pour avoir assisté au spectacle de Claude-Marc Gendron par le passé, qui était venu pour la Fondation. C'était un spectacle qui était vraiment extraordinaire, puis qui a vraiment généré beaucoup de sous pour la Fondation. Donc, vous avez vendu tous les billets, même les billets... tout est vendu. Oui, mais il est toujours possible quand même de faire un don parce que c'est un événement qui amasse des fonds pour les enfants de la région. Donc, c'est vraiment du 0 à 17 ans et 364 jours, que ce soit à l'hôpital, au département de pédiatrie et natalité, mais aussi dans tous les autres programmes qui viennent en aide aux jeunes de notre région. Puis, donc, il y a possibilité de faire un don, encore une fois, sur notre site Web, ou bien de miser à notre encan en ligne. Il y a vraiment des beaux prix
à l'encan cette année. Puis, vous avez aussi fait un envoi postal. Là. Peut-être que les gens l'ont gardé chez eux, là, mais il y a un envoi postal qui a été fait récemment là-dessus. Oui. On a deux campagnes annuelles au printemps et à l'automne. Cet automne, on parle du département de pneumologie. Donc, c'est Dr Claude Poirier qui a prêté sa voix à la campagne. Okay. Puis, prochainement, les donateurs recevront aussi le témoignage de Richard Gauthier, qui est animateur au Télébingo, au TVRM, donc qui est atteint d'emphysème. C'est vraiment touchant de voir. Puis c'est un département qui pourrait bénéficier de l'aide de la Fondation aussi par l'achat d'équipements qui, comme on le disait, c'est des petits équipements, mais qui peuvent faire toute la différence au niveau de la réadaptation pulmonaire. Donc, chaque don est important. Absolument. Donc, merci Catherine de votre visite ici avec nous. On invite les gens qui désirent donc en savoir plus sur votre campagne des fêtes à visiter votre site Internet. Donc, je vais le répéter, fondationssl.ca, fondationssl.ca. Donc, merci beaucoup de ta visite. Ça me fait plaisir. Donc, en seconde partie d'émission, nous recevons comme premier M. André Fontaine, un homme qui a dédié une vie presque entière au Vieux-Terrebonne. Donc, restez des nôtres, nous nous entretenons avec lui immédiatement après la pause. Croyez-moi, la présentation d'André Fontaine n'est pas surfaite, car il a passé une grande partie de sa vie à défendre la culture et le patrimoine d'ici, mais aussi les citoyens de son quartier pendant 12 ans. André, merci d'être avec nous à Vue d'ici. Bonjour Gilles, ça me fait plaisir. On est des vieilles connaissances. On ressassait nos vieux souvenirs tantôt. Puis ça m'a permis aussi de me rappeler avec toi un certain nombre de souvenirs qu'on va partager avec nos auditeurs. L'implication d'André Fontaine, ça n'a pas commencé quand tu es arrivé conseiller municipal. Ça date de très longtemps, quand tu étais dans tes premiers balbutiements sur le plan culturel. Il y a comme quelque chose, Gilles, je te dirais, là, quelque chose d'intrinsèque dans tout ça, là, parce que c'est comme si, depuis que je suis tout petit, moi, je suis né dans le Vieux-Terrebonne. J'ai même fait le petit Saint-Jean-Baptiste à 4 ans et demi dans le Vieux-Terrebonne. On ne sait pas pourquoi. mais tu comprends? Déjà, avec mes parents, il y avait une certaine implication. Puis le Terrebonne de cette époque-là, c'était tout petit. C'était 4 000, 5 000 habitants maximum. C'était vraiment le Vieux-Terrebonne était Terrebonne. Oui, c'est ça. Puis le quartier, le Vieux-Terrebonne, on appelait ça le bas de la côte, anyway, mais c'était pas un quartier très intéressant à cette époque-là non plus, parce qu'après ça, moi, je me suis dit, on est déménagé en haut de la côte, en face de l'école Léopold-Gravel, puis je revenais jouer dans le bas de la côte parce que mes amis étaient là, mais mes parents me disaient, rentre avant qu'il fasse noir parce que le bas de la côte, c'est dangereux. Imagine-toi, tu sais. Puis c'est vrai que c'était aussi un peu des bâtiments... Il y avait les bars, il y avait les hôtels, mais les maisons n'étaient pas restaurées, tout ça, mais tu sais, bon... On est loin de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Puis là, après ça, moi, je commençais à m'impliquer dans la culture au Centre culturel de Terrebonne. Puis là, tu vas voir le lien là, avec tout ça, là, avec le temps. Là. Le Centre culturel de Terrebonne, en fait, ce qui m'a amené au Centre culturel de Terrebonne, c'est la pratique du théâtre amateur. J'ai fait beaucoup de théâtre amateur vers les 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Assez même que je pensais aller passer une audition au théâtre, mais finalement, je ne l'ai pas faite. C'était pas fait pour moi, vraiment. L'aspect amateur, c'était correct. Fait que tout ça m'avait attiré au Centre culturel. Aussi, je voyais tous ces gens-là qui se motivaient pour la culture à Terrebonne. Il y avait déjà une effervescence culturelle à Terrebonne, mais ça fait longtemps qu'il y en a une. Mais il y en avait une aussi à cette époque-là. Fait qu'à un moment donné... Il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui arrivaient aussi, des étranges, comme on dit, à Terrebonne dans le temps. Des gens de Montréal. C'est le caractère de banlieue là, qui se bâtit avec des gens qui avaient vécu Montréal. Oui, puis en fait, c'est ça. Fait que moi, je suis devenu le président du Centre culturel, le dernier président du Centre culturel, c'est-à-dire celui qui devait fermer le Centre culturel parce qu'on est dans les années 76, 77, 78. T'avais quel âge à ce moment-là? Écoute, j'avais 23 ans. Quand même. T'avais des responsabilités c'est ça. Puis le gouvernement, le nouveau gouvernement du Parti québécois avait dit la culture, là, il faut que les villes s'occupent de ça. Parce qu'il n'y avait pas de service d'activité culturelle dans les villes. Alors, il faut que les villes s'occupent de ça. Nous autres, on était un petit organisme, il y avait une subvention, on pouvait engager une permanence, tout ça, mais... Puis là, il fallait transférer ça à la ville. Fait que moi, mon rôle, c'était de transférer nos activités puis s'assurer que la ville offre quand même ces activités. Ce que vous aviez proposé avec le temps pour que ça se perpétue, ou si vous aviez quand même déployé beaucoup d'énergie? Oui, exactement, pour que ça se perpétue. Puis en plus, drôle de hasard, l'île des Moulins commençait à être restaurée.
Et on venait d'avoir le Moulin Neuf. Le Moulin Neuf, 1980, est restauré. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec le Moulin Neuf? Alors, on fait le centre culturel. Pour placer les gens, là, le Moulin Neuf, c'est le gros bâtiment sur l'île qui est au fond, à gauche, avant la passerelle. Avant la passerelle. Là. Donc ça, c'est un gros bâtiment. Là. C'est ça. Puis ça a été, toute l'île aussi a été restaurée. Là. Il y a eu une grosse subvention du gouvernement. Oui, c'est ça. Bien, ça a commencé en 1976, en fait. Avec Denis Hardy. Puis oui, c'est ça. Puis avec le bureau seigneurial. Ensuite, il y a eu la bibliothèque, le Moulin Neuf et finalement la boulangerie. Mais tout ça pour dire que, tout à coup, on transférait les activités. On avait réussi à convaincre le conseil, parce qu'on avait rassemblé des gens. On était allé au conseil à l'époque, contester. On voit les photos dans la revue de Terrebonne. Je suis debout avec ma grande peignure, c'est épouvantable. Puis tout le monde qui est dans la salle. Bon, en tout cas, fait qu'on avait réussi à convaincre le conseil d'être reconnu puis d'être là. En tout cas, tout ça pour dire que l'aspect culturel dans ma vie a toujours été important. Puis il y a des opportunités qui sont présentées, puis j'ai toujours sauté dedans. Toujours sauté là-dedans comme ça, naturellement, sans trop savoir. Puis à la longue, bien, à un moment donné, un peu plus tard, bien, après avoir quitté la ville pendant 3 années, j'étais... Donc, tu avais travaillé, tu étais un employé municipal? Non, moi, je n'étais pas un employé. Non, j'étais un bénévole. OK, tu étais toujours bénévole. Ah, OK. Donc, même au conseil au centre culturel, oui. Donc, tu étais toujours bénévole. Oui, ça, c'était bénévole. Bon, j'avais des petits jobs. On se trouvait des projets Canada au travail pour faire des événements culturels, tu te souviens? C'était bien populaire, Ça, c'était bien populaire, puis ça marchait. Moi aussi, j'ai gagné une partie de ma vie avec ça. On faisait ce qu'on peut avec ce qu'on avait. Mais, tu sais, on a avancé là-dedans, puis à un moment donné, moi, j'ai quitté Terrebonne parce que j'étais comme un peu épuisé, puis je me disais, là, ça me prend une vraie job, puis tout ça. Fait que je me suis parti une entreprise en dehors de Terrebonne, en horticulture, imagine-toi. C'est une autre de mes passions. Fait que j'ai fait un petit cours accéléré à l'ITHQ, pas à l'ITHQ, mais à l'Institut à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, oui. Petit cours accéléré en horticulture, puis j'ai parti une entreprise, puis j'ai pris des cours de comptabilité, puis tout ça. Fait que là, je suis devenu un peu gestionnaire. Un entrepreneur. Ben oui. Puis là, ça a fonctionné pendant 3-4 ans. C'était une période difficile. Les taux d'intérêt étaient au top. Ah oui, c'est les fameux 20. Je suis revenu à Terrebonne, heureusement, parce que je commençais à m'ennuyer de l'aspect culturel, la vie culturelle, parce qu'en plus, étant proche de Montréal, on avait accès... moi, j'adore aller au théâtre, j'adore aller voir des shows de danse. Bon, alors, on avait accès à des trucs intéressants. Fait que je suis revenu à Terrebonne. Puis en revenant à Terrebonne, la bibliothèque avait été restaurée, le nouveau pont, l'île des Moulins avait complètement changé. Je dis, bon Dieu, j'ai senti un appel, Gilles. Puis cet appel-là t'a amené à devenir... directeur de l'île. Qui était à ce moment-là la corporation de l'île des Moulins, avant de devenir la SODEC. Oui, exactement. La corporation. Puis on m'a engagé par intérim parce qu'ils venaient de perdre leur directrice. Puis là, ils ont dit, écoute, on a besoin de quelqu'un rapidement. André, tu peux prendre ça pendant 6 mois. Finalement, ça a duré 20 ans. Mais pendant ces 20 ans-là, on a monté des programmes avec les équipes que j'ai eues au cours des années. On a monté des programmes d'activités culturelles incroyables, des spectacles extérieurs, aussi beaucoup l'interprétation historique, les visites guidées, autant pour adultes que pour les groupes scolaires, les événements, certains événements, tu sais, comme le Festival des vins, la fête nationale, tout ça. Et j'avais tout ça, moi, comme responsabilité. Puis on a tendance à oublier, c'est un petit peu ça qui est triste un peu avec le temps, mais tu as travaillé dans le patrimoine, fait que tu sais c'est de quoi il en retourne. On ne se souvient pas souvent de d'où ça vient, les choses, hein? Mais il s'en est fait beaucoup. Oui, oui. Pour ça, tantôt, dans mon introduction, tu sais, je parlais de ça, tu sais, tu as bâti à partir de pas grand-chose, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas tant de moyens non plus à ce moment-là. Là. La plupart des gens ne croyaient pas à ça, cet endroit-là. Ils ne savaient pas c'est quoi, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis en même temps, ça a été comme une chance pour moi et pour mes équipes, parce qu'on avait le champ libre. Ce qu'on a fait dans ces années-là, ça serait impossible de le faire aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de réglementation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire. Il faut avoir la permission de la sécurité, de l'environnement. Les normes et ça. Tout, tu sais. Fait que nous autres, on a fait, c'est pour ça que tu as vu des trucs épouvantables, incroyables, mais pas épouvantables, mais incroyables, par exemple, sur l'écluse des Moulins, avec les bateaux allégoriques, dont un qui a pris en feu, puis après ça, on en a fait encore après. C'était mémorable dans l'histoire. Ah oui, c'était quand même quelque chose. Mais tu sais, il n'y avait rien, on n'avait pas de limite, puis on avait une équipe... La créativité était au rendez-vous toujours. Quand il n'y a pas de règlement, la créativité, là... C'est au maximum. Ça va dans le top, puis après ça, on se ramène à la réalité, parce qu'on ne peut pas exagérer non plus. Alors, tout ça, ça a été des années d'effervescence. Toi, tu t'es bâti là-dedans aussi, une expérience de gérer des groupes, gérer des budgets, gérer... Ben oui, parce qu'en plus, une gestion... parce que c'était une institution muséale en même temps, l'île des Moulins, parce que quelque part, on était reconnu par le ministère comme ça. Donc, on avait de l'aide financière du ministère pour faire de la mise en valeur puis de l'interprétation historique sur le site.
Alors, moi, je me suis perfectionné dans des cours de gestion d'institutions muséales, de marketing, etc. Tu sais. Moi, j'étais un autodidacte. Quand j'aime quelque chose, je vais chercher l'information, je vais chercher ce que j'ai besoin, puis après ça, je continue avec ça. Puis ça a quand même bien été parce que, tu sais, on a été reconnu après ça comme un site touristique. Tu sais, au début, là, on allait à Tourisme... la Naudière, là. Tourisme à Naudière, rien de nous autres. Mais non, l'île des Moulins, c'est un parc, là. Tu sais, c'est pas un site touristique. Là. Tu sais, ben, hey, wow, minute, là. Ils nous ont, tu sais, comme puis c'est pas pour rien que... On va arriver à ton parcours politique dans quelques instants, mais c'est pas pour rien qu'on t'a surnommé. Puis c'est une boutade, là, mais ça te faisait sourire. Puis ton humilité était... T'es toujours touché par ça, là, mais que t'es le seigneur de l'île. Oui, c'est ça. Il y avait Masson, mais il y avait André Fontaine à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça. Mais tu vois, peut-être qu'il n'aurait pas fallu qu'on me dise ça, parce que peut-être que mon ego en a pris un coup. Puis là, tu sais, à un moment donné, l'île, c'était toi un peu. Il fallait faire attention à ça. Ouais, c'est dangereux. Je le dis encore aujourd'hui à mes collègues, peu importe, faites attention à votre ego. Ça peut nous amener quelque part qu'on n'aurait jamais pensé aller. Puis moi, ben, c'est un peu ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, après 20 ans, là, on commençait à me mettre... Bien, moi, je disais des bâtons des roues, mais on essayait de... Les règlements que tu n'avais pas appliqués avant. Ben, c'est ça, tu sais, on essayait de m'amener ailleurs. Fait que là, je dis non, ça se peut pas, là. Moi... Anyway, j'avais trop donné. J'étais vraiment épuisé de ça. C'est ça, les problèmes avec les passionnés, c'est qu'on en donne, puis on oublie le temps, on oublie tout. Fait que j'ai quitté ça. Puis j'ai eu quand même du plaisir parce que pendant une certaine période, avant d'aller en politique, bien, j'ai quand même travaillé dans le domaine de développement culturel ou de parc. J'ai travaillé à Mascouche. À Mascouche, oui, pour sur l'aménagement du parc du Grand Coteau, d'abord. Fondation Moore aussi, je pense. Puis le Jardin Moore ensuite. Oui. On aurait un plan de relève pour le Jardin Moore. J'ai travaillé là-dessus. On a réaménagé le en plus, là, tu mariais tes deux passions, l'horticulture et la culture. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est même au niveau du théâtre, parce que moi, je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune. Puis quand je suis arrivé à l'île des Moulins, puis que je regardais les animations, l'interprétation historique, il y avait un petit quelque chose. On va amener le théâtre là-dedans pour que les gens s'intéressent à ce qu'on dit. J'avais dit, je me souviens à la responsable de l'époque, j'oublie son nom, écoute, sont plates tes visites, là. Le monde, il s'ennuie, là, il s'emmerde. On va essayer de mettre un peu plus de couleur là-dedans. Là. Puis là, ben, on s'est mis à créer des personnages. Au début, moi, j'allais dans des rencontres de d'autres sites historiques puis d'autres institutions muséales. Quand on parlait qu'on faisait de l'interprétation historique à partir de personnages, c'était vu un peu « Ah, non, c'est pas sérieux ». Puis finalement, aujourd'hui, regarde Gilles partout, sur les sites historiques. Tout le monde copie ça, là. Tout le monde fait des personnages. L'île des Moulins s'est éloignée un peu de ça, puis ils sont en train de tout revenir depuis quelques années. Là, on voit il y a un retour de ça. Il y a juste les pièces sous le Moulin Neuf dont on s'en Ah, mon Dieu! Mais il y en a... C'est ça. Ah, écoute, ça, on peut en parler pendant des heures. C'est extraordinaire, comme avec le fil de l'eau en arrière. C'était vraiment hors du commun. Mais ils reviennent un peu, là. On voit qu'il y a des animations qui s'en viennent. Il faut qu'on parle de politique, là. Ben, c'est ça. Donc, tu es arrivé en 2013. Ben oui, en 2013. Moi, ça faisait un bout de temps que je n'étais plus dans le paysage culturel du Viterbo, une couple d'années. Puis là, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « André, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi tu ne te présentes pas? » Puis là, on aimerait ça que ça bouge plus. Puis bon. J'ai dit « Moi, je veux me présenter, mais il faut vous m'aider, parce que moi, je suis tout seul, tu sais. » Oui, on va t'aider. Alors, c'est ça. Alors, puis là, c'était d'autant plus un défi que tu t'es présenté dans aucune équipe. Là. Tu t'es présenté indépendant, ce qui est quand même dans C'est ça. Mais tu vois... C'est un exploit. Oui, puis c'est vraiment une espèce de comment je dirais, naïveté, on va dire, comme ça, parce que j'y vais, OK, j'embarque là-dedans. J'ai des amis qui me donnent un coup de main. Mes filles me donnent un coup de main pour mes porte-à-porte, puis tout ça. Moi, tout ce que je dépense dans cette élection-là, Gilles, c'est pour à peu près 2000 cartons puis 8 pancartes. C'est ça que mes dépenses électorales. Il fallait que je paye un photographe, aussi un graphiste, tout ça. Alors ça a été mes dépenses électorales. Puis je me suis annoncé un mois et une semaine avant la journée de l'élection. Aujourd'hui, c'est impensable. Non. Puis, Et là, tu as fait quand même 12 ans. Eh oui. Ça a été tout un parcours. Oui. Mais la première année, là, je suis rentré, là, c'est encore pour faire un lien. Les gens disaient « Ah, c'est le monsieur de l'île des Moulins! » Oui, c'est vrai. C'est le monsieur de l'île... Ça faisait, je ne sais pas combien d'années je ne savais plus. « C'est le monsieur de l'île des Moulins! » Ah bien là, le monde se souvenait de moi. Fait que là, ça a été plus facile pour moi de passer cette première fois-là contre un candidat qui était là depuis des années, tu sais. Ah oui, quand même. Puis contre une équipe qui était là depuis des années. En tout cas... Le temps accélère. J'aimerais ça que tu me dises, pendant ces 12 années-là, qu'est-ce qui t'a le plus touché
dans ton mandat? Bien, écoute, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les gens qui se regroupaient pour une cause. Des fois, des gens venaient me voir et me disaient « André, ils veulent faire telle affaire. » Je vais te donner un exemple concret. Dans mon premier mandat, il y a eu un projet de construire une espèce de tour d'habitation sur Chapelot, là, 5 à 7 étages, je ne me souviens plus. Oui. Les gens venaient me voir puis « André, qu'est-ce qui se passe? On peut pas... Comment ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Les gens presque en larmes. Là, je lui disais, bien, on peut faire quelque chose. On se rassemble et on demande un référendum là-dessus. Puis vous les avez gagnés. Ben oui. Puis, oui. Puis le projet aujourd'hui va donner aujourd'hui. C'est ça, mais tu vois, moi, en politique, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est quand les gens se regroupent puis on fait quelque chose. J'ai eu un groupe pour la promenade du 350e, j'ai eu des groupes pour la rue Hervieux qui ont été en train de refaire, ça faisait 10 ans qu'ils le demandaient, c'était en train de se faire. Mais ça, cette première mobilisation-là, ça a fait que à partir de ce moment-là, le maire, il disait « Bon, vous voulez rien savoir, le Vieux-Terrebonne, vous n'aurez rien. » Je dis « Non, le Vieux-Terrebonne veut être consulté. » Alors, ça a donné lieu à une consultation publique. Il y a eu celle de 2018 aussi, qui a eu un élément majeur pour toi, là. Au niveau du plan culturel et tout ça, là. Oui. Bien, évidemment, au niveau culturel, on a eu notre nouvelle politique culturelle. Puis là-dedans, bien, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était la reconnaissance des artistes et organismes professionnels ou en voie de se professionnaliser. Il n'y avait pas de place pour eux autres à Terrebonne, ça se peut pas, tu sais. Fait que ça, on a fait de la place dans la nouvelle politique culturelle. Puis maintenant, on a ce qu'on appelle la politique du patrimoine. Politique du patrimoine. Alors, c'est encore une belle affaire qui est arrivée. Puis là, bien, maintenant, on a le gouvernement qui est en train de s'organiser pour nous reconnaître, pour nous citer comme un site patrimonial d'importance, un témoin exceptionnel de l'histoire du Québec. Le ministre est passé récemment pour... Exactement. Alors, ça fait une reconnaissance de tout le travail que tu as fait pendant toutes ces années. Bien, moi, je suis content de voir aboutir ça. Tu sais, c'est sûr, là, tu sais, ça tombe, c'est comme des cadeaux, là. Tu sais. On aurait pu se jaser pendant 2 heures. Ça n'aurait pas fini. C'était bien intéressant. Écoute, je te remercie, André. On aurait pu parler un peu plus longtemps de ta carrière politique. On a parlé un peu de ton passage historique. Mais j'ai pas fini, hein? On a ça, là. On a ça à mettre en valeur aussi. Là. OK. Alors, écoute, André, merci pour ton temps et pour ces longues années de contribution. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie de votre attention. Je vous invite la semaine prochaine à regarder notre prochaine émission qui va porter sur une entrevue avec Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, merci beaucoup de votre attention et on se voit la semaine prochaine.